Il y a un brave homme qui était en train de mourir malheureusement. Il était sur son lit mourant et il avait toujours sur son lit le béret sur la tête. Et à quelques minutes justement de mourir, sa femme l'appelle John, Jean, Jean. Le prêtre est là pour les dernières prières. Alors il a rassemblé toutes ses forces, il a remonté le bras sur la tête, il a pris le béret, il s'est découvert et quelques instants après, il est mort. Je trouve que c'est un très beau geste pour un homme d'ici. Bonjour à tous, ici Corsac et Isatis pour Baguette et Musette dans ce nouveau Terre de nos Pères, votre émission hebdomadaire d'enracinement, toujours sur l'Aquitaine mais cette fois-ci sur le pays du Béarn. Ancré au cœur des Pyrénées, le Béarn est constitué d'une succession de collines et de vallées comme les vallées d'Aspe, de Barétou et d'Ossau. L'agriculture y occupe une place importante, de même que la viticulture. On peut par exemple parler de vins comme le Jurançon ou le Madiran. Au sud du Béarn, on trouve de belles montagnes avec 4 superbes vallées, notamment la vallée d'Ossau, la vallée d'Aspe, la vallée de Barétou et la vallée d'Ouzoum. Au nord, le piémont pyrénéen est d'une zone de coteaux et de vallées que les gaves élargissent en plaine. Une telle variété de paysages, de reliefs et de cours d'eau ne pouvait offrir au Béarn que le meilleur pour ce qui concerne la faune et la flore, particulièrement riche, qui compte notamment des espèces rares. Le Béarn est également traversé par de nombreux gaves. Ce sont des rivières qui font de la pêche une tradition bien ancrée. L'océan Atlantique apporte aussi au département une douceur océane qui vient équilibrer la rigueur montagnarde et le soleil méridional. C'est une terre avec une pluvosité propice à l'agriculture. Comme d'habitude, les paysages, bien que grandioses, témoignent souvent de l'histoire de la région, par exemple de la manière dont l'homme a apprivoisé la nature en défrichant pour ses parcelles de terre. Les monuments sont eux aussi une trace de la riche histoire béarnaise, un Béarn qu'on décrit souvent comme le cœur de la Gascogne du fait de son ancienneté. Nous pouvons entre autres penser au château du roi Henri IV qui se trouve à Pau, capitale du Béarn, ou encore à la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron, qui a été, rappelons-le, la cible d'un cambriolage à la voiture bélier en novembre dernier, où tout son trésor a été volé. Pour nos champions des oppressions systémiques et de la victimisation, nous sommes aujourd'hui à environ 2 profanations contre les chrétiens par jour en France. Des actes impunis et protégés de toute médiatisation. On ne va pas adopter un statut de minorité opprimée, car nous avons un peu de dignité, n'en déplaise à d'autres, mais nous pouvons agir. Aujourd'hui, il est temps de protéger nos églises de l'intérieur comme de l'extérieur. La patrie, c'est la terre, c'est les morts, mais c'est aussi les clochers. Malgré ces paysages remarquables, le Béarn est une région qui se voit impactée par une forte périurbanisation autour de la ville de Pau. Le paysage agricole garde aujourd'hui les marques de l'impulsion donnée lors de la révolution des années 50 et 60. Les parcelles remembrées sont plus géométriques que jadis. Le maïs donne l'impression de les occuper en quasi-monoculture. Les haies bocagères et les murets ont en partie disparu. Avec les effets de la périurbanisation, les mutations de l'agriculture sont responsables depuis une trentaine d'années de l'intense transformation des paysages. Néanmoins, dans certaines régions, comme celle des coteaux, le bocage a été préservé en raison de la difficulté à mécaniser l'agriculture sur de tels terrains. Une bonne nouvelle, car l'identité des ruraux qui maintiennent leur mode de vie repose en grande partie sur leur relation avec le paysage. Heureusement, ce n'est pas la seule chose qui a été préservée en Béarn, loin de là. La langue tient encore une place forte dans la culture locale. Le béarnais, variante de la langue gasconne, est une langue latine au même titre que l'italien, le catalan, l'espagnol, le portugais et le français. Elle provient du latin populaire importé chez nous par les légions romaines. Le béarnais devient au XIIIe siècle la langue administrative et juridique de l'État Béarn, et ce, jusqu'à la Révolution. Elle est encore aujourd'hui la langue maternelle de beaucoup d'anciens, et nous pouvons l'entendre avec plaisir sur les places des marchés. Nos enfants peuvent aussi l'apprendre dans des écoles appelées calendretas. Et de plus en plus, nous trouvons des personnes jeunes qui apprennent ou perfectionnent le béarnais, et le béarnais revient à travers la musique, les chants, les danses, le patrimoine culturel et la littérature. Avant que nous nous mettions autour de notre traditionnelle table locale pour ripailler comme il se doit, nous vous dresserons un bref historique, après ce bref aperçu linguistique, de la région pour comprendre comment elle a pu préserver de tels trésors culturels. Après une occupation romaine, des invasions barbares et des raids normands depuis le port de Bayonne,
qui est finalement le lieu commun de toute l'Aquitaine durant le Haut Moyen-Âge, la première véritable identité du Béarn naît au Moyen-Âge avec la vicomté de Béarn. Le pays commence alors à s'affirmer et il se couvre de fortifications, d'églises, de monastères et de bastides. Une dynastie va alors gouverner la région durant près d'un siècle, les Centules. Cette dynastie finira par donner son blason au pays, un blason qui faisait déjà référence au peuple antique qui vivait alors dans la région auparavant et à ses vaches sacrées. Pour les prénoms des souverains, ce n'est pas très compliqué. C'est Centules ou Gaston. Seul le numéro change. Outre le prénom, on peut leur trouver d'autres points communs, comme leur piété, leur politique favorable à l'expansion des ordres monastiques, mais aussi leur amour des escarmouches en bons féodaux contre les territoires voisins. Gaston IV de Centules, sous la bannière de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, se fera particulièrement remarquer lors de la première croisade en 1095. Il aurait été le premier chevalier à être rentré dans la cité du Christ. On lui aurait alors attribué à son retour de Terre Sainte le surnom de Gaston le Croisé. Les Gabarets succéderont aux Centules, puis ce sera au tour des Moncades de Catalogne d'administrer le pays. Gaston VI, le fondateur de la dynastie Moncade, se verra accusé d'être trop conciliant avec les Albigeois par le roi de France Philippe II et par Simon de Montfort. Une dizaine d'années plus tard, c'est son neveu Gaston VII qui se fera assujettir par l'ennemi héréditaire Albion, non sans leur avoir causé quelques difficultés, l'honneur est sauf. À sa mort, ce sont les comtes de Foix qui reprennent le Béarn en main. Un grand personnage naîtra de cette succession, Gaston de Foix-Béarn, dit Gaston Phébus, qui tient tête au roi de France Philippe VI de Valois, mais aussi à Édouard III, duc d'Aquitaine et donc roi d'Angleterre. En effet, ce dernier, loin de se laisser abattre, dit qu'il ne tient le Béarn que de Dieu et de son épée. Le Béarn va garder son indépendance longtemps. Au XVe siècle, il choisit l'amitié des rois de France plutôt que celle des rois d'Espagne, mais reste indépendant malgré la conquête du sud-ouest par la France. Pau devient à cette époque la capitale des rois de Navarre. La formation d'une aristocratie protestante durant les guerres de religion en Béarn accentuera ce sentiment d'indépendance. Henri IV finira par régner sur la France et sur le Béarn par coutume, avant que ce dernier ne soit totalement annexé par Louis XIII en 1620. Les Béarnais conserveront des particularismes et ne se considéreront comme pleinement français que tardivement. Maintenant, une petite anecdote. Cette dernière fit des Béarnais des Français aux yeux de tous. Alexandre Dumas, avec son roman Les Trois Mousquetaires, va populariser la figure très française des mousquetaires dans le monde. Or, les Trois Mousquetaires et d'Artagnan seraient tous, sans exception, Béarnais. Au contraire des figures historiques personnifiées de Napoléon ou Jeanne d'Arc qui sont connues dans le monde entier, le mousquetaire béarnais, qu'il se nomme d'Artagnan ou non, demeure, lui, le héros parfait et archétypal du français hors de nos frontières. Voilà pour les faits les plus intéressants de cette histoire, mais il y aurait bien d'autres choses à dire. Nous ne résisterons d'ailleurs pas à vous parler de la superbe église romane Sainte-Foy de Morlas, une église bâtie par Centules V en réparation d'un mariage interdit par l'église en raison de liens de parenté trop proches avec son épouse. L'église bâtie dès 1070 sera consacrée à l'ordre monastique de Cluny. Bien maltraitée par les guerres de religion, victime de plusieurs incendies, cette cathédrale survivra au temps grâce à l'intervention de Viollet-le-Duc, qui classera son tympan comme monument remarquable avant que tout l'édifice ne le soit au XXe siècle. Aujourd'hui, sa totale restauration fait l'admiration des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et des touristes, en espérant que ces derniers, plutôt que d'admirer l'édifice à travers la lumière du flash de leur appareil photo, sauront un jour reconnaître la lumière qui se dégage du tabernacle, devant lequel ils passent avec nonchalance. Concernant le château que nous avions abordé précédemment, il est au centre de la vieille ville de Pau. Il est célèbre pour avoir vu la naissance du roi de France et de Navarre, Henri IV. Ce château porte aujourd'hui les marques de cette présence imposante. Les représentations diverses du bon roi Henri ornent les murs de toutes parts. Mais le château, bien plus ancien que l'association des royaumes navarrais et français, puisque on le modifiait déjà sous Gaston Phébus, porte en lui les marques tourmentées de l'histoire, du Xe siècle jusqu'au XIXe. Passons à présent à une architecture un peu plus modeste. Pour savoir comment mangent les gens du terroir, la cuisine béarnaise ayant la réputation de vous laisser le menton gras et le teint rougi, il faut d'abord concevoir dans quel habitat a pu naître cette cuisine qui tient au corps.
La maison béarnaise traditionnelle se caractérise par des murs en galets dans les plaines ou parfois de moellons dans les montagnes et par un toit en forte pente. C'est une construction atypique, mais il serait une erreur de croire qu'il en a toujours été ainsi. En effet, autrefois on utilisait la terre ou le bois pour bâtir les murs de sa maison et l'on recouvrait les toits de chaume. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe et du XIXe siècle que les toits se recouvrent de tuiles picon, qu'on fixe donc avec un picot, et que les murs se recouvrent de galets. Mais ne faisons pas de généralité, la variété des climats de cette région implique une grande disparité dans le style des maisons. Ainsi, dans les montagnes, faute de galets, on privilégiait la pierre brute, et l'on préférait de plus petites ouvertures pour se protéger des morsures du froid. On aimait alors orienter l'ouverture vers le sud pour faire sécher le bois au rez-de-chaussée lorsqu'on vivait plutôt à l'étage. En effet, la chaleur monte. C'est là qu'on peut voir que le bon sens de l'époque faisait que l'habitat s'adaptait à la géographie, une chose que l'on a tendance à perdre de nos jours avec nos maisons apatrides en préfabriqué. Passons à présent à un thème un peu plus léger en parlant de gastronomie. Le Béarn est marqué par la qualité et la variété composant sa gastronomie. Nous pouvons évoquer les palombes, le fromage, le vin, la charcuterie, le foie gras, le confit, le magret et bien d'autres encore. Voici donc un repas qui, comme à notre habitude, ne se composera que de plats traditionnels de l'identité locale. L'entrée peut se composer de plusieurs tranches de jambon de Bayonne. Une spécialité bien ancrée dans le Béarn, puisqu'au XIIe siècle, ce jambon est évoqué sur le portail de la cathédrale Sainte-Marie dans l'Oron, sculpté vers 1120, où bien des aspects de la cuisine béarnaise à cette époque sont représentés. Plusieurs sculptures représentant un sanglier ou un cochon que l'on abat et que l'on découpe. Pour la petite anecdote, dans Gargantua de François Rabelais, le jambon de Bayonne est même évoqué. Passons maintenant au plat de résistance, la garbure du Béarn. La garbure avant tout c'est un plat populaire, une spécialité régionale du sud-ouest de la France qui peut se comparer aux autres spécialités régionales telles que peuvent l'être la bouillabaisse, la ratatouille, la quiche lorraine ou encore le bœuf bourguignon si l'on considère seulement sa renommée. Quant à l'origine de ce plat, les spécialistes divergent. Certains, comme le linguiste Georges Ducos ou Louis Laborde-Baleine, y voient la descendance d'un plat wisigoth à base de jeunes pousses de chou vert, tandis que d'autres experts établissent une filiation avec l'espagnol garbias qui signifie ragoût. C'est l'origine la plus communément admise car la garbure est essentiellement une potée à base de légumes grossièrement coupés. Quelle qu'en soit l'origine étymologique, il s'agit d'un plat typiquement béarnais qui s'est popularisé petit à petit dans toute la Gascogne. Faite de produits simples et de bonne qualité, elle incarne la convivialité. Choux, manchons de canard et haricots maïs en sont les ingrédients incontournables. Elle se consommait généralement au coin du feu, en famille. Quand le repas est bien entamé et que la garbure est presque terminée, on garde quelques cuillères de bouillon où l'on ajoute un peu de vin rouge, on mélange et on boit le tout. Cette goulade aussi connue sous le nom de chabreau fait partie intégrante de la dégustation de la garbure. Ce repas est tellement célèbre qu'une fête a été érigée en son nom. Elle est célébrée en septembre lors de la Garburade à Oloron-Sainte-Marie, où se déroule le championnat du monde de garbure. Parlons à présent de fromage pour nous préparer au dessert. Le fromage, avec le pain et le vin, constituerait en effet la trinité de la table européenne selon certains. En Béarn se trouve un fromage bien particulier qui éveillera le palais en cette fin de repas, le fromage d'Osso Irati. Il trouve son origine dans les traditions pastorales et fromagères du Pays Basque et du Béarn. Au fil des siècles, les méthodes de fabrication du fromage d'Osso Irati n'évoluent que très peu. Chaque famille paysanne fait des fromages, les consomme et vend l'excédent. Petit à petit, la société faisant son bout de chemin et l'industriel du XXe siècle voyant la possibilité de se faire un profit en exploitant ce savoir-faire, s'installe dans la région pour produire en masse ce fromage. C'est devant la menace de voir se transformer ce savoir-faire traditionnel en produit industriel qu'un syndicat de défense se crée en 1975. Il demande une reconnaissance en AOC du fromage local qui aboutira finalement en 1980. Cette initiative populaire nous démontre l'importance pour les peuples de se mobiliser face au capitalisme, qui est totalement irrespectueux des traditions locales. Peu après, comme pour récompenser cette initiative populaire, le fromage va finalement passer d'une appellation d'origine contrôlée à une appellation d'origine protégée. Nous savons qu'il y a des becs sucrés parmi vous, c'est pourquoi nous vous proposons de terminer sur cette petite douceur, la pêche roussane.
L'étymologie de Roussanne provient de l'occitan ros ou roux, qui a donné rossa puis rossana. Ce terme occitan, spécifiquement utilisé pour caractériser les fruits, désignait la couleur rousse de la pêche béarnaise. Vous voilà à présent gavé comme une oie du sud-ouest. Pour faire glisser tout ça, nous ne pouvons que vous proposer du Jurançon. Bien que la vigne soit apparue il y a plus de 2000 ans dans la région, le mot Jurançon apparaît dès le Moyen-Âge. On trouve une première transaction viticole dans la commune de Luc de Béarn, à l'abbaye de Saint-Vincent, en 988. Au XVIe siècle, les princes de Béarn et le parlement de Navarre introduisent la notion de cru, suivant la valeur des parcelles. Il s'agit alors de la première tentative de classement en France, bien avant tous les autres vignobles, afin de préserver l'authenticité des vins de Jurançon. Une authenticité qui sera bien attaquée au XXe siècle, puisqu'une grosse partie du vignoble disparaît à cause d'une maladie, et le Jurançon perd en qualité. Heureusement, les vignerons s'arment de courage, reprennent leur vigne en main, si bien qu'en 1936, le Jurançon devient une des premières appellations d'origine contrôlée. À présent, laissez-nous vous dire quelques mots sur le costume traditionnel béarnais. Bien qu'il soit similaire à celui d'autres régions d'Aquitaine, il y a néanmoins certaines particularités qui sont très intéressantes à noter. Par exemple, jusqu'au début du XXe siècle, il est de tradition de ne jamais sortir nu-tête chez les femmes. Elles portent toujours le capulet dans les vallées pyrénéennes. On différencie bien sûr, comme à chaque fois, les vêtements de tous les jours, des robes à corsage qui sont beaucoup plus travaillées que l'on porte par exemple le dimanche ou les jours de fête. Le costume de l'homme est, comme d'habitude, moins divers et moins raffiné que celui de la femme. Il porte un gilet ainsi qu'une blouse de lin qui est souvent tissée, cousue ou brodée. À partir du XVIIIe siècle, on peut déjà les voir chausser d'espadrilles qui sont les sandales traditionnelles du pays. Dans le Béarn, on remarque un costume en particulier, celui de la ville d'Ossau qui est le seul à avoir résisté au temps. Il est toujours revêtu pour des fêtes ou pour des mariages, et c'est celui que nous essaierons de vous décrire un peu plus en détail. Un lexique un peu plus détaillé vous sera proposé en description de vidéo, pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps. Concernant le costume féminin du costume auxallois, on peut remarquer déjà des choses intéressantes, comme le fait que le jupon appelé cotillon, qui est fait d'un tissu fin, froncé à la taille par un ruban, et qui est orné de dentelle, peut être porté de deux manières différentes, selon le rang social, finalement, de la fille qui le porte, qu'elle soit héritière ou cadette. Ainsi, par exemple, celui de l'héritière est de laine de couleur rouge, tandis que celui de la cadette se distingue par la présence d'un liseré vert au bas de la jupe. Si l'on retrouve des tabliers et des châles qui sont semblables à celui d'autres femmes dans d'autres costumes aquitains, on peut voir qu'il y a d'autres particularités dans le costume béarnais auxallois, comme le capulet dont nous vous avons parlé, qui est une coiffe que l'on commence à porter chez les femmes à partir de la première communion. On peut également parler d'autres particularités comme le Saint-Esprit, qui est un bijou cousu sur un ruban de velours noir noué au cercou, qui a souvent, vous l'aurez deviné, une connotation religieuse. Le costume de fête de l'homme se compose de différents éléments que nous vous détaillerons donc plus en dessous de cette vidéo, comme la camisa, qui a les caractéristiques d'une chemise à long pan, la culotta qui est un pantalon de velours noir, l'eau-gilet qui est en flanelle écrue et découpée comme une veste, la vesta qui est de laine rouge et de même composition que le gilet, à la différence des manches qui sont rajoutées, ou encore les chaussures qui sont parfois plus travaillées que celles des femmes car plus visibles. Enfin, comment ne pas vous parler du fameux béret, le bonnet de fête qui, contrairement à ceux qu'on a l'habitude de voir, est de couleur marron. Si l'on fait souvent l'erreur de parler de béret basque, c'est en réalité à cause d'une erreur de Napoléon III, grand amateur de cette région, qui, venant séjourner à Biarritz pour surveiller la construction du palais qu'il fait construire pour son épouse, l'impératrice Eugénie, ne voyant que des têtes coiffées de bérets, pense tout naturellement que les Basques en sont les inventeurs et les fabricants. L'expression béret basque tombe tout naturellement de ses lèvres. Les chroniqueurs des gazettes de l'époque, n'osant pas révéler l'impériale bourde, vont finalement garder cette appellation qui va rester dans le langage courant. Concernant les fêtes populaires, on ne saurait passer à côté de la Faranla, qui est aujourd'hui une soirée qui rassemble les danseurs des villages du Haut-Ossau, au cours desquels on danse plus particulièrement les branles en chaîne, au son de la voix, après que l'on ait fait brûler l'effigie du carnaval. On pourrait aussi vous parler de la fête des bergers, une célébration honorant l'un des plus vieux métiers du monde dont on a du mal à remonter jusqu'aux origines.
On sait juste qu'à la fin de l'été, lorsque les troupeaux redescendaient des estives, une fête était donnée, appelée la Nuit des Bergers. Elle se résumait par un grand bal populaire où tout le monde était convié pour célébrer les retrouvailles avec certains bergers qui y mettaient plusieurs mois avant de redescendre dans la vallée. Cette nuit de retrouvailles et de fête a cependant été petit à petit abandonnée pour faire place en 1980 à la fête plus officielle que l'on connaît aujourd'hui. Entre dégustation des premiers fromages, danse et chants traditionnels, puis concours de chiens de berger, cette fête a lieu le 3e week-end de septembre. Musicalement, elle est très intéressante puisque le samedi soir, au cours d'un repas sous chapiteau, des formations s'affrontent sur des chants polyphoniques. Vous l'aurez sûrement remarqué, cette vidéo est un peu plus longue que la coutume, car le Béarn est une très forte identité qu'il nous fallait honorer et sur lesquelles nous avions tant de choses à dire. Nous allons nous quitter sur le morceau d'un groupe béarnais bien connu, mais avant ça, nous allons vous raconter une petite légende traditionnelle. Le Tartaro est un personnage légendaire de la mythologie du Béarn. Il s'agit dans de nombreux contes d'un cyclope souvent maléfique. D'où le dicton « être méchant comme Tartari », autre nom donné aux géants de la montagne. Il appartient à la grande famille des cyclopes, descendant direct de ses célèbres ancêtres grecs. Tartaro, comme vous le verrez, a bien des ressemblances avec son ancêtre Polyphème. En France, il partage sa mauvaise réputation avec Bécu, un frère basque, et Ullart, un cousin alpin. Dans ses aventures, le géant rencontre souvent Martin Tipi, un jeune homme qui le bat tout le temps par la ruse. Martin, pour contrer la force de Tartaro, lui lance des paris. Mais un jour, las d'être ridiculisé par le petit humain, le fier géant provoque Martin en duel pour prouver sa force. Arrachant un énorme rocher, Tartaro le lança à des centaines de mètres et il demanda au jeune homme de faire mieux que lui. Martin prit alors un oiseau qu'il dissimula au cyclope et le lança aussi vite qu'il put. Naturellement, l'oiseau affolé s'envola au loin pour ne jamais se poser. Aujourd'hui, à Irati, un lieu porte le nom du cyclope, la forêt du géant Tartaro. Mon Dieu que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Comment veux-tu que je t'embrasse? Tout le monde dit mal de toi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. Quand tu seras dans ces campagnes, tu n'y penseras plus à moi. Tu penseras aux Italiennes qui sont bien plus belles que moi. Tu penseras aux Italiennes qui sont bien plus belles que moi. Si fait ma belle, j'y penserai toujours à toi. Je m'en ferai faire une image, toute à la semblance de toi. Je m'en ferai faire une image, toute à la semblance de toi. Quand je serai à table à boire, à tous mes amis je dirai: chers camarades, venez voir celle que mon cœur a tant aimée. Chers camarades, venez voir celle que mon cœur a tant aimée. Je les aimais, je l'aime encore, je l'aimerai tant que je vivrai. Je l'aimerai quand je serai mort, si c'est permis au trépassé. Je l'aimerai quand je serai mort, si c'est permis au trépassé. Alors j'ai versé tant de larmes que 3 moulins en ont tourné.
Petit ruisseau, grande rivière, pendant 3 jours on débordait. Petit ruisseau, grande rivière, pendant 3 jours on débordait. Mon Dieu que j'en suis à mon aise quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. C'était Corsac et Isatis pour Baguette et Musette. À très bientôt.